Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. C'est un hors-série pour lequel je me suis rendue au Lactarium régional d'Île-de-France à l'hôpital Necker. J'y ai rencontré Virginie Rigour, qui est pédiatre et responsable du Lactarium. Le but de cet épisode est de vous informer sur le don de lait. Donner son lait, c'est comme donner son sang, ça sauve des vies. Car en dessous d'un certain âge, les prématurés ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel. Alors comment faire ? Qui donne ? Y a-t-il des contre-indications ? Toutes les questions que vous vous posez trouveront, je l'espère, réponse dans les explications de Virginie. Cette année est particulière et le Lactarium vient de lancer un appel aux dons pour pallier au stock qui diminue dangereusement. Je vous invite donc à partager, relayer cet épisode au maximum. Encore trop de monde ignore la possibilité de donner son lait. Et je vous le rappelle, ça sauve des vies et ce n'est pas compliqué, promis. Alors profitez-en pour milkshaker, plus encore que jamais. Belle écoute. Bonjour Virginie, bienvenue dans Milkshaker. Virginie, vous êtes donc pédiatre et responsable du Lactarium. Quel est votre rôle ici ? Alors, mon rôle, c'est de pouvoir assurer à la fois la promotion du don de lait, raison pour laquelle on fait cet entretien-là, assurer la sécurisation du lait qui est distribué par le Lactarium, assurer des formations en matière d'allaitement maternel des plus vulnérables et de nouveau-nés sains bien portants. Okay. Assurer une information et une consultation auprès des mères allaitantes, futures mères allaitantes de bébés ayant des pathologies, mères allaitantes de nouveau-nés sains bien portants. Mm-hmm. Et après, toutes les conseils, expertises auprès des hautes instances vis-à-vis de la législation autour de la gestion du lait, que ce soit le lait cru comme le lait pasteurisé. D'accord, ok. Alors, le rôle d'un lactarium, donc c'est tout ça réuni. C'est à la fois faire de l'information auprès des mamans, des professionnels, mais c'est aussi faire un peu de consultation, c'est ça ? Voilà, on a 2 missions. La principale mission, c'est la collecte, la qualification et la distribution du lait de femme pour nourrir les nouveau-nés les plus vulnérables. Okay. Et donc, ce produit qui va sortir des lactariums est considéré comme un produit de santé, qui a un réel bénéfice pour ces nouveau-nés vulnérables, oui, et qui surtout n'est pas substituable. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre. S'ils n'ont pas de lait de femme, ils n'auront rien d'autre pour les nourrir. On ne pourra pas leur donner de préparation pour le nourrisson. Parce que ça apportera un risque pour leur santé. D'accord. Et donc, il n'y a pas de lait de substitution. Okay. Et l'autre mission des lactariums, c'est la promotion de l'allaitement maternel, à la fois auprès donc, des mamans tout venant, via des consultations, via la formation des professionnels pour qu'elles soient mieux accompagnées, et des mamans de nouveau-nés vulnérables, donc hospitalisées. Ok. Et en quoi ça consiste alors de donner son lait ? Alors, donner son lait, c'est d'abord accepter de pouvoir quotidiennement recueillir un petit surplus de lait qu'une maman peut avoir spontanément, c'est-à-dire qu'elle va allaiter son bébé et spontanément, elle a la chemise de nuit régulièrement trempée, son bébé tête d'un côté, ça va couler de l'autre, elle va avoir les seins tendus en permanence et déjà elle éprouve le besoin de recueillir un peu de lait pour se soulager, lait qu'elle met de côté et qu'elle congèle parce que son bébé finalement n'en a pas besoin au quotidien. Okay. Ou alors une maman qui a ce geste altruiste
qui nourrit son enfant et dont il y a une parfaite adaptation, c'est la loi de l'offre et la demande, entre ce qu'a besoin son bébé et ce qu'elle produit. Elle ne se sent pas finalement en surplus de lait, mais elle a vraiment une volonté de faire un geste altruiste et donc elle va récupérer un tire-lait, le louer ou le lactarium va lui fournir un tire-lait et elle va surstimuler un petit peu ses seins qui vont du coup comprendre qu'ils doivent produire plus de lait et elle arrivera du coup à mettre de côté un petit peu de lait que quotidiennement elle congélera et que le lactarium pourra cumuler dans le cadre d'un don. D'accord, ok. Quels sont les... Par exemple, là on est au lactarium d'Île-de-France. Quels sont les besoins d'un lactarium sur une année ou par mois ou par jour? Alors nous, on a besoin de 12 000 voire 14 000 litres de lait de femmes par an. De collecter ce lait. Ça correspond à quoi comme nombre de bébés à nourrir quotidiennement? Alors, c'est environ... Alors, ça tout dépend un petit peu, on va dire, le type de bébé que l'on veut nourrir. Soit on nourrit vraiment les plus vulnérables, donc les moins de 32 semaines, moins 1500 grammes. Soit on nourrit une catégorie autre qui va être jusqu'à 34 semaines, 1800 grammes, donc des nouveau-nés un petit peu moins vulnérables, mais qui eux aussi bénéficient de ce lait et pour lequel, dans le cadre des recommandations internationales, on considère qu'il y a un réel bénéfice de les nourrir avec du lait de femme parce qu'il y aura moins d'infections, moins de complications digestives, un meilleur développement neurologique et globalement, finalement, une économie globale en termes de santé pour ces enfants. Voire une économie globale en termes, si on parle de santé publique, de durée d'hospitalisation, parce que du coup, il y aura une diminution de la morbidité et de la mortalité. Oui, donc c'est aussi une question de santé publique. Voilà, exactement. Et donc, c'est environ 3000 enfants en Île-de-France qui sont à moins de 32, moins de 1500 grammes, plus de 10 000 en tout dans la France, mais donc du coup en Île-de-France on en a un tiers, il y en a 3300. Et ça c'est si on considère les moins de 32, moins de 1500 grammes. Si on va au-delà en termes de catégorie, on quasi double la quantité. Voilà. Donc ça fait du monde. Exactement. Pourquoi, là, j'ai décidé de venir un peu précipitamment tourner cet épisode ici, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du manque de lait dans les lactariums, et en particulier ici à Necker. Qu'est-ce qui fait que cette année, elle est particulière ? Pourquoi vous manquez de lait comme ça ? Alors, il y a deux raisons. Il y a premièrement que la demande en lait a augmenté, essentiellement parce que du coup, il y a eu une harmonisation justement des textes de loi sur l'utilisation du lait de femme avec des nouvelles recommandations qui sont qu'on doit étendre l'utilisation pour que tous les enfants bénéficient de ce qu'il y a de meilleur. Donc forcément, si on élargit la population qui en a besoin, on élargit la quantité de lait dont on a besoin de distribuer. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu un effet, on va dire, négatif de la période Covid, après un effet positif où on a eu en effet une réelle augmentation de la collecte pendant le confinement, puisque nos collecteurs avaient le droit de collecter en respectant les mesures barrières. Les mamans avaient un entretien ciblé pour s'assurer qu'elles n'avaient pas de signes. Les collecteurs respectaient les mesures barrières. Qu'on sait que la Covid ne passe pas dans le lait ou que de toute façon il est détruit par la pasteurisation et qu'au contraire, il contient plein de propriétés anti-Covid. Les mamans étaient confinées chez elles, ne reprenant pas le travail ou travaillant au domicile et ont eu envie aussi probablement de s'impliquer dans un geste altruiste. Et donc, on a fait un appel à dons craignant justement de devoir arrêter notre collecte parce que plus de personnel pour collecter, parce que personnel infecté, etc. Et cet appel à dons, alors qu'on a pu maintenir notre activité, a été bien entendu et on a eu une réponse très favorable des mamans puisqu'on a augmenté énormément notre collecte. Ça nous a permis de répondre à l'augmentation des besoins. D'accord. Et puis... Qui est arrivé au même moment, en fait. Voilà, qui était tombé au même moment. Et puis, les mamans ont dû reporter leur week-end, on va dire, de mai qu'elles prennent habituellement. On sait qu'au mois de mai, on a toujours une baisse des dons. Et l'été, on a toujours une baisse des dons. Parce que les mères d'Île-de-France partent en week-end. Donc, ils n'initient pas un début de don alors que tous les 3 jours, il y a un week-end prolongé. Parce qu'elles n'ont pas envie de s'embêter avec le tire-lait, etc. Elles partent en vacances hors d'Île-de-France. Donc, on sait qu'on a toujours beaucoup moins de donneuses
au mois de mai et au mois de juillet. Et du coup, cette période a été décalée, puisque finalement, elles étaient encore fortement confinées quand même jusque dans le mois de mai. Elles ont finalement probablement décalé aussi un petit peu leurs vacances, avec l'incertitude un petit peu de est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on peut partir. Et tout a été décalé sur septembre. Et il y a probablement beaucoup de mamans qui, en Île-de-France, sont parties un petit peu au vert régulièrement le week-end pour prendre un peu l'air. Et du coup, on a eu un déplacement de notre baisse naturelle, on va dire, saisonnière de nos dons. Avec le maintien de cette augmentation de besoins. Plus, on a ressenti une nette baisse de la collecte dans les hôpitaux. C'est-à-dire que nos profils de donneuses, c'est 2 types. Ce sont des mamans au domicile qui ont un nouveau-né à la maison et qu'elles allaitent. Et puis, il y a les mamans qui ont des bébés hospitalisés, essentiellement pour la prématurité, qui, elles, initient leur lactation lors du séjour hospitalier de leur bébé et parfois ont de très bonnes lactations, alors que le bébé consomme des toutes petites quantités. Et donc, génère un surplus de lait quotidiennement, dont leur bébé n'a pas besoin durant l'hospitalisation. Et quand elles sortent, si l'allaitement se passe bien, finalement, elles ne savent même pas quoi faire. Elles n'ont même pas forcément un congélateur qui peut contenir 10 litres, 20 litres, 30 litres de lait. Et donc, elles vous le donnent. Alors, voilà, c'est sollicité du coup par les professionnels de santé de ces établissements, avec lesquels on a des liens étroits et qui savent que c'est eux qui utilisent le lait et qu'ils l'utilisent et qu'il faut qu'on ait des donneuses. Et probablement qu'il y a eu un effet aussi fatigue des professionnels, professionnels de santé qui n'avaient pas pris de vacances, donc du coup, nouvel environnement, des intérims, je ne sais pas, professionnels aussi de santé débordés un peu par tout ce qui se passe. Et on a senti une diminution de l'investissement, probablement des allaitements qui se passent moins bien. Alors que ça se passait au contraire beaucoup mieux pendant le confinement parce que les mamans étaient plus proches de leur bébé. Et on a eu une franche baisse des dons aussi des hôpitaux. Et quand les hôpitaux ne donnent plus, c'est d'un seul coup une grosse baisse en termes de volume. Parce que quand on a une donneuse en moins, les donneuses peuvent faire des petits dons. Elles donnent 1 litre, 1,5 litre, etc. Quand un hôpital ne donne plus, c'est par 30 litres qu'on a du lait en moins. Donc, ça a fait baisser aussi nos stocks de façon impressionnante. Donc, il y a 3 phénomènes, probablement. L'augmentation de la consommation, des mamans qui ont eu envie de partir au vert un peu plus tard et qui ont peut-être aussi été très stressées de cette reprise. Est-ce que deuxième vague, pas deuxième vague, qui ont aussi la connaissance que leur lait était ce qu'il y a de mieux pour leur bébé et qui ont probablement eu envie de faire leur propre stock de lait pour prolonger leur lactation alors qu'elles allaient devoir reprendre le travail et qu'au lieu de donner, elles préféraient garder pour leur bébé, ce qui est tout à fait légitime et défendable, mais qu'alors que dans une autre période où on n'aurait pas mis autant d'importance au fait que le lait protège leur propre bébé, elles auraient peut-être plus facilement passé à la diversification au biberon, etc., en donnant un lait artificiel, alors que là, elles nous auraient donné ce stock. Voilà. Et puis, les hôpitaux qui probablement ont eu du mal à assumer tout ça et ont peut-être eu moins de moyens en personnel, moins de moyens en temps pour accompagner les mères allaitantes auprès des plus vulnérables, avec du coup des lactations qui sont moins efficientes. Et du coup, des bébés qui du coup consomment plus de lait de lactarium et des mères qui donnent moins de lait au lactarium. Donc voilà, tout ça fait que... c'est soit le cercle vertueux, soit le cercle vicieux. Voilà, exactement. Est-ce que toutes les femmes peuvent donner leur lait ? Alors, quasi toutes les femmes, mais certaines sont exclues, comme dans le cadre du don de sang. Parce que la première barrière, l'entretien qu'on a auprès des mamans, va nous permettre de sécuriser le lait. C'est-à-dire que quand on donne son lait, on doit faire une prise de sang pour faire des analyses sérologiques, comme pour le don de sang. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hépatite B, d'hépatite C, de HIV, de HTLV. Mais aussi, on a un entretien auprès des mamans qui permet de vérifier qu'elles ne prennent pas certains médicaments, qu'elles ne prennent pas de toxiques, tabac, alcool, etc., qu'elles n'aient pas de comportement à risque par rapport à des virus émergents qu'on ne connaîtrait pas, voire par rapport au Creutzfeldt-Jakob, par exemple, qu'on continue à éliminer. Et là, plus récemment, par rapport au Covid, donc une maman qui aurait des signes de Covid ou qui serait contact, doit pendant 7 jours ne pas être donneuse. Donc pendant 7 jours, le collecteur ne devra pas aller chez elle. Et puis elle devra mettre son lait de côté pour son propre bébé, mais pas pour le don. Voilà. Donc ça fait quelques facteurs. La transfusion est l'un des principaux facteurs d'exclusion. Mais à partir du moment où on a mené une grossesse, on est plus à risque d'avoir été transfusé avec les hémorragies de la délivrance ou autres. Et donc il y a des mamans aussi qui ont été transfusées et qui ne sont plus éligibles.
D'accord, ok. Donc tout ça, en fait, il y a un entretien préalable, c'est ça qui se passe comment au téléphone? Au téléphone. Ici Donc justement, on essaye. Alors on est encore plus vigilant sur l'Île-de-France parce qu'on sait que les déplacements sont compliqués. On n'est pas là pour obliger les maires à prendre les transports, les voitures pour venir faire l'entretien. Encore plus en période de subconfinement, voire de confinement. Et donc tout est fait par téléphone. C'est-à-dire que la maman a la notion du don de lait, elle nous appelle. On fait l'entretien par téléphone pour vérifier qu'elle n'ait pas de contre-indication. Cet entretien est validé par le pédiatre responsable du lactarium. Peut être aussi validé par un de leurs médecins, si jamais elles voient leur médecin ou leur sage-femme. Elles ont la prise de sang qu'elles peuvent faire à leur domicile ou dans un laboratoire près de chez eux, chez elles. Ou elles peuvent venir aussi au lactarium faire la prise de sang si elles habitent à côté du lactarium. Et on leur fournit tout le matériel. Donc, elles n'ont pas à se déplacer, puisqu'on a soit un collecteur qui passe, une collectrice qui passe au domicile des mamans et qui dépose le tire-lait, les biberons, les étiquettes, tout ce qui est nécessaire pour le don. Ou alors, si elles ont déjà leur propre tire-lait, on leur envoie un premier colis contenant biberons, étiquettes, qui vont permettre d'initier le don. Et puis après, le collecteur passera régulièrement à leur domicile pour chercher le lait. Ok, donc je suis maman, je suis allaitante, j'ai une prise de sang à faire, un entretien, on m'envoie le matériel, on m'envoie même de quoi stériliser, si je me souviens bien, parce que moi je l'ai fait, le don de lait. Et après, il y a un collecteur qui va venir collecter ce lait. Exactement. Quelle quantité de lait il faut avoir tiré et avoir mis de côté pour qu'un collecteur puisse passer? Alors, premièrement, il n'y a pas de petit don. Tout don est important. Il faut savoir qu'un prématuré de 1 kg, s'il est complètement alimenté, a besoin de 150 ml par jour pour avoir un reflet un petit peu. Donc, un petit biberon. Voilà. Ça, c'est hyper important parce qu'on se dit toujours, mais je tire pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de lait en plus, à quoi ça sert que je donne? Mais un prématuré ne mange pas du tout les quantités de votre bébé de 3 mois. Tout à fait. Voilà. Donc, ça peut nourrir, avec 1 litre, on nourrit plusieurs prématurés pour plusieurs jours. Par contre, en effet, le don pose pour nous une analyse bactériologique, des sérologies, l'utilisation de consommables, le déplacement des collecteurs. Et donc, du coup, on exige un minimum d'1 litre. C'est-à-dire que si une maman n'arrive pas sur une période qui peut, on va dire, aller jusqu'à 3 mois, puisque quand elle fait la prise de sang est valable 3 mois. D'accord. Si sur cette période de 3 mois, elle n'arrive pas à mettre 1 litre de lait de côté, c'est vrai que pour nous, ça devient difficilement gérable et il faut derrière reconnaître qu'il y a toujours une histoire d'argent, entre guillemets. Le lait, les établissements achètent le lait, c'est normal, mais parce que le lait, il a un coût. Il faut savoir que les sérologies que l'on fait coûtent 75 €, la bactériopré coûte 45 €, la bactériopost coûte 20 €. Après, les collecteurs font tous les deux, chacun 25 000 km sur l'Île-de-France, avec des véhicules, avec de l'essence. On a après 8 agents plein temps qui travaillent au lactarium. On fait de la pasteurisation, on gère du coup de l'équipement. Donc c'est normal et c'est un produit de santé, c'est comme l'ASM. Les établissements achètent du sang, les établissements achètent du lait. Voilà. C'est gratuit par contre pour les familles qui ont pris en charge, leur bébé est pris en charge à 100%, mais voilà. Et donc du coup, en effet, si on acceptait des dons pour 100 millilitres, il y a un moment donné, on s'en sortirait plus. Oui, parce qu'un collecteur qui passe pour 100 millilitres... Donc c'est la balance bénéfice-risque entre ne pas risquer de refuser une maman qui donnerait 3 litres alors que l'on accepterait d'aller chercher chez une maman de 100 litres. Donc, on est parti sur le principe que, on demandait aux mamans. Mais 1 litre, c'est quoi? C'est tous les jours 100 millilitres et en 10 jours, vous avez 1 litre. Oui. Voilà. Et si elle tire 50 millilitres tous les jours, elle aura en 20 jours les 1 litre. Voilà. Donc après, en effet... On ne va pas passer au même rythme chez les mamans en fonction de leur lieu. Ça a été une décision. On n'a que 2 collecteurs sur l'Île-de-France. Pendant très longtemps, on en a eu 4. Donc, pour arriver à même aller chez plus de mamans, avec moins de personnel, on a décidé d'espacer. Sachant qu'on considère que les mamans qui habitent assez loin en Île-de-France ont souvent des maisons, des gros congélateurs, ce qui n'est pas le cas des mamans qui habitent dans Paris intramuros. Il faut savoir qu'hier, une maman souhaitait faire don de son lait. Elle n'avait pas de congélateur chez elle. Donc, je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas passer toutes les 48 heures chez elle chercher son lait qui était au réfrigérateur. Et elle m'a dit, je vais me renseigner. Peut-être que j'ai une amie qui habite 2 étages au-dessus, qui a un congélateur. Est-ce que vous accepteriez que je stocke chez elle? J'ai dit évidemment, si cette maman
s'engage à conserver le lait dans de bonnes conditions, le collecteur peut passer chez cette maman chercher le lait. Ok. Donc voilà. Et donc du coup, on a moins d'exigences sur Paris. C'est-à-dire que une maman qui habite dans Paris intramuros, on va passer tous les 1,5 litre 1 litre de lait. Une maman qui habite à l'autre bout de l'Île-de-France, donc à plus de 120 km du centre de Paris, on va lui demander si elle peut stocker 5 litres de lait et on passera tous les 5 litres. D'accord. D'accord. Mais cette maman qui habite à l'autre bout de l'Île-de-France et qui finalement, au bout de quelques semaines, nous dit j'ai mis 3 litres de côté et j'arrête de tirer mon lait pour une raison X, et on va venir chercher les 3 litres, on s'arrange. Mais de base, on essaye de faire comme ça. Donc le volume pour lequel le collecteur passe va être variable en fonction du lieu de domicile. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des règles que les mamans doivent respecter quand elles tirent leur lait pour le lactarium? Alors, ceci leur est en effet expliqué à l'inscription. À l'inscription, on leur dit, oui, vous avez peut-être déjà tiré pour votre bébé qui est en crèche. Là, on vous demande juste une douche quotidienne. Vous vous lavez les mains, vous tirez votre lait, vous mettez votre lait dans des sachets, dans des biberons. Vous lavez juste à l'eau savonneuse votre tire-lait, point à la ligne. Ça, c'est ce qui est en vigueur et dont on n'a pas besoin de plus pour un bébé sain, bien portant, parce qu'on reprend le travail, parce qu'on va à la crèche, parce qu'on donne le biberon au papa qui va donner le biberon. Voilà. Là, ce sont des nouveau-nés fragiles. Le lait est un milieu propice à la prolifération des germes, mais aussi avec plein de propriétés anti-infectieuses qui vont empêcher que ces germes prolifèrent. Mais s'il y a trop de germes, et quand je dis des germes, c'est des germes de l'environnement, de la peau, de l'environnement. Au moment de la collecte, quand on va décongeler le lait, ça va encore augmenter la quantité de germes. Et on risque, comme on a des seuils, de devoir le jeter. D'accord. Puisque même si on pasteurise et qu'il n'y a plus rien après, on a une législation qui nous dit que si on est au-delà d'un certain seuil de germes, on ne peut pas distribuer le lait. Okay. Donc c'est pour ça qu'on demande aux mamans de respecter un certain nombre de règles d'hygiène qui visent à diminuer le risque de contamination du lait par l'environnement, donc flore cutanée, environnement du recueil, et ça marche. Puisque si elles ne font rien, dans 20% des cas, on jette. À 20% quand même. Si elles ont des bonnes règles d'hygiène, si elles les respectent, c'est dans 2% des cas. D'accord. Donc il y a une réelle efficacité. Il faut vraiment le faire. Donc on leur dit, c'est un petit peu plus contraignant, mais ça marche. Donc ce qu'on leur demande, c'est de se laver les mains et les seins à l'eau savonneuse avec un savon liquide avant de tirer, d'essuyer avec un essuie-tout jetable. Elles tirent. Et ce qu'on leur demande, c'est qu'une fois qu'elles ont tiré, elles lavent bien à l'eau savonneuse leurs tétrelles et on leur demande de les stériliser. C'est vrai que la stérilisation, maintenant qu'on ne stérilise plus tout le matériel pour nourrir son nourrisson, les mamans ont rarement de stérilisateur. La casserole, faire bouillir 20 minutes, il y a des risques de brûlure, de déformation du plastique. Donc, on leur fournit des pastilles et des contaminations à froid. Et elles peuvent faire leur propre bain à la maison et elles décontaminent comme ça leur tétrelle. Ouais, ça, c'est hyper simple. On met une pastille dans, je ne sais plus combien, je crois que c'est une demi-pastille dans 2,5 litres d'eau. Voilà, c'est ça. Une demi-pastille dans 2,5 litres d'eau. Vous mettez votre matériel dedans en quoi un quart d'heure. 15 minutes, il est stérile et on laisse dedans jusqu'au recueil suivant. On a juste à sortir, secouer et on tire. Les sort, et voilà. On les égoutte et terminé. Fin de l'histoire. Vous mettez ça sur vos seins et il n'y a plus qu'à tirer votre lait. Et, c'est moins compliqué que ce qu'on imagine quand on se dit stérilisation pour notre génération qui stérilise plus c'est tout ça. Ce qui passe. Voilà, Ok, est-ce que il y a une question qui est souvent revenue sur les réseaux quand j'ai demandé est-ce que vous avez des questions à poser au lactarium, c'est des mamans qui ont des bébés un peu plus âgés, alors les âges sont différents à chaque fois, mais pour lesquels on leur a refusé l'accès au ton de lait. Est-ce qu'il y a un âge maximum du bébé pour donner son lait ou pas? Ouais, alors il y a quelques années, en effet, on allait jusqu'à 6 mois, 12 mois. Okay. Et puis, on a bien compris que c'était finalement ridicule, puisque globalement, on n'a pas de lait de substitution. Donc, s'il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Ouais. Et donc, même le lait d'une mère qui est à 12 mois de lactation est toujours mieux que rien ou mieux que du lait artificiel. Ce d'autant plus que dans ce lait, de toute façon, qui en effet sera certainement un peu moins calorique parce que c'est un bébé qui est par exemple déjà diversifié, de toute façon, on fortifie le lait pour tous les prématurés. D'accord. Pas de souci. Et qu'en plus, globalement, un prématuré aura le lait d'une mère une fois dans sa vie. Il va changer tous les 2 jours, il changera de l'eau. Même tous les jours, il changera de l'eau. Donc, il aura la moyenne, finalement, de la teneur calorique des laits. Et donc, pour ça, ça permet de niveler un petit peu les différences. Et il y a des adaptations qui se font par les biberonneries, parce que ce lait, il est qualifié par le lactarium, distribué aux établissements. Et après, dans chaque établissement, en général, il y a une biberonnerie qui s'occupe de conditionner les régimes en seringue pour que ce soit administré aux prématurés, de fortifier, etc. Donc,
tous les laits sont bons et tous les laits seront de toute façon fortifiés pour être ce qu'il y aura de meilleur pour la croissance de ces enfants. Voilà. Et alors, du coup, comment on explique que les règles ne sont pas les mêmes dans tous les lactariums ? Elles devraient être pareilles, mais peut-être que certains lactariums considèrent qu'ils ont un peu trop de lait, contrairement à l'Île-de-France, et font une sélection sur le lait le plus proche du début de la lactation pour avoir un lait un peu plus riche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les grandes métropoles, on refuse aucun lait. Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être simplement qu'ils ont assez et que du coup, ils ont préféré bénéficier d'un lait idéal pour avoir moins à compléter, etc. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il advient de ce lait qui part au lactarium ? C'est quoi donc son cheminement ? Il va être donc pasteurisé ? Ouais, donc son cheminement, donc il revient dans un camion frigorifique avec des caissons frigorifiques au lactarium. Là, il est tracé, donc on identifie bien le lait de la donneuse, on évalue le volume qui est rentré. Il est mis en quarantaine le temps qu'on récupère les sérologies de la maman, qu'on vérifie le dossier. Une fois qu'on a les sérologies négatives, que le dossier est validé, il va être décongelé. D'accord. Là, décongelé, on va mélanger tous les laits d'une mère sur la période du don, dont on a récupéré le lait. Et on va en faire une grosse bonbonne. Bonbonne que ensuite on va répartir en petits biberons de 100 ou de 200 millilitres. Et ces biberons vont être du coup pasteurisés, puis surgelés. Et ils seront distribués, congelés à moins 20 degrés aux établissements. Très bien. Sur la grosse bonbonne avant pasteurisation et sur le lot après pasteurisation, on fait une analyse bactériologique qui vise à vérifier, en plus de la pasteurisation, que l'on est en dessous des seuils de germes tolérés et que le lait donc est conforme. Et donc, soit il est conforme, il va être distribué, soit il est non conforme, il sera jeté. Ok, donc on prend des mesures avant, pendant, après, pour être sûr que ce qu'on donne à ces chouchous soit optimal. Voilà, sans risque. Ok, en postpartum, il peut se passer plein de choses. Je vais vous raconter ma vie. Moi, j'avais eu des infections urinaires. J'avais pris des traitements pour ça et je voulais donner mon lait, mais j'ai attendu d'avoir fini mes traitements pour mes infections urinaires pour commencer mes dons de lait. Est-ce que c'est juste de faire ça ou est-ce que pas du tout ? Est-ce que c'est simplement une question de traitement compatible avec l'allaitement ou est-ce que pour le prématuré on prend plus de mesures que encore une fois pour un enfant à terme ? On a des listes de médicaments qui permettent de donner la compatibilité avec l'allaitement ou pas l'allaitement et on a une liste ajustée pour le prématuré dans le cadre du don. D'accord. Donc un médicament qui va être autorisé pour une maman qui allaite son bébé peut éventuellement être contre-indiqué dans le cadre du don avec une contre-indication définitive ou une contre-indication temporaire. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est du cas par cas, médicament par médicament, que l'on ajuste du coup le don. Et donc, ce que l'on conseille aux mamans quand on fait l'inscription, de toute façon, on leur demande si elles prennent des médicaments. Et on leur dit bien que si elles sont amenées à prendre un médicament dans les semaines, les mois à venir, durant le don, elles nous rappellent pour savoir si c'est compatible. Ok, donc ça veut dire ne vous bloquez pas si jamais vous prenez un traitement quelconque. D'abord, appelez le lactarium, prenez l'information parce que peut-être que votre lait est tout à fait adapté pour les prématurés. Voilà. Ok, il y a une question qu'un papa m'a posée. Il m'a dit dans les maternités, par rapport à l'information autour du don de lait, aujourd'hui, on voit bien que c'est pas encore quelque chose de classique. L'information passe difficilement. Il y a plein de mamans qui ne savent même pas qu'on peut faire des dons de lait et que des prématurés en ont besoin. Et il me disait, il y a des photographes qui passent dans les maternités pour faire des photos de nouveau-nés. Pourquoi on n'aurait pas des référents de lactarium qui viendraient pour informer les mamans plutôt que de faire des photos qui sont pas forcément nécessaire en début de vie. Alors ça, c'est fait de temps en temps. C'est censé être fait par les professionnels de santé qui sont dans les maternités qu'on informe. Donc, ils sont censés relayer. Ça doit faire partie de leur rôle. Maintenant, il faut savoir que dans les lactariums, il n'y a aucun budget, aucun personnel dédié à la promotion. D'accord. Et que donc, il est difficile de faire une action nationale parce qu'on va faire... si par exemple, nous, on manque de lait en Île-de-France... Je suis toujours timorée à l'idée de faire une information générale parce qu'après, il va y avoir plein de mères de l'île qui vont appeler et l'île qui n'a peut-être pas besoin de lait va me dire « Attends, nous, on ne sait plus quoi faire ». Et c'est pareil, refuser les dons, c'est néfaste pour l'image du don de lait. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et malheureusement, on ne peut pas aller chercher le lait à l'île.
Du coup, c'est vrai qu'il faut une information pérenne, ciblée. Et l'information des professionnels de santé dans les maternités qui sont dans la région du Lactarium devrait être faite. Donc, nous, on a typiquement du personnel, un agent qui est censé le faire. Ouais. Les collecteurs le faisaient avant, mais on a tellement augmenté la quantité de donneuses qu'ils ne pouvaient plus faire et la promotion et la collecte. Donc ça a été supprimé de leur fonction. Et typiquement, moi, je n'ai personne à la promotion depuis des mois par manque de personnel, parce que l'agent qui est à la promotion, qui est un puériculteur, au lieu de faire de la promotion, fait de la pasteurisation, fait des inscriptions, fait de la collecte, fait de la qualification. Parce qu'on manque de monde, tout simplement, un peu comme partout tout simplement dans les hôpitaux. Parce qu'on manque de monde et que du coup, on va à l'essentiel. Donc, tant qu'on a à peu près suffisamment d'entrées pour suffisamment de sorties, ça va, ça paraît pas. Puis dès qu'on a une baisse, évidemment, on se dit, ça aurait été bien que, oui, mais si on avait on n'aurait pas pu pasteuriser. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait toujours mal. C'est quand on est responsable de la promotion et qu'on nous dit que on n'a pas de visibilité, on se sent toujours une grande responsabilité. Mais on fait malheureusement avec ce que l'on peut. Donc, moi, c'est vrai que j'essaye de multiplier des petits articles ponctuellement dans des journaux un peu de périnate, parents, etc., enfants, mais ponctuellement, et aussi quand je suis sollicitée. Dès qu'on sent qu'on a des baisses, on fait des relances auprès du réseau de santé périnate parisien, du groupe d'études en néonatologie de la région, donc auprès de tous les professionnels de néonates, auprès des réseaux, donc des maternités. Nous, 2 fois par an, on envoie des flyers et des affiches à toutes les PMI et à toutes les maternités. Typiquement, c'est à la rentrée, là, avec toutes les conséquences du Covid, etc. et tout, on n'a pas eu le temps de se mobiliser 2 jours pour pouvoir faire les enveloppes et envoyer. D'accord. Tout bêtement. Donc, on en est à ce stade. C'est de la survie. Ouais. Parce que, voilà. Et pourtant, voilà, on arrive à... Mais voilà, il y a des domaines que parfois on va sacrifier. Okay. Voilà. Donc après, on a le site du Lactarium, qui a quand même, grâce à la communication de Necker, est quand même bien étayé. Là, j'ai fait l'appel à dons, j'ai envoyé à la communication de Necker, qui a relayé à la communication de la PHP et qui a envoyé sur le réseau Facebook. Donc, on a un levier, on a une efficacité, et on a cette chance d'être aussi au sein de la PHP, ouais, qui est une force. Hein. Mais c'est toujours pareil, il faut que l'action soit pérenne. Ouais, c'est ça. Et typiquement, donc on l'a mis, la notion de don de lait est notifiée, par exemple, dans tous les loueurs à peu près de tire-lait, ont une petite phrase, donnez votre lait, ou le logo au moins du Lactarium. Dans les pharmacies, on aimerait avoir, mais vous voyez le nombre de pharmacies qu'il y a. Donc, il y a un travail qui est en cours avec l'Union régionale des pharmaciens, qui est en cours, entre autres de former les pharmaciens du coup à l'accompagnement de l'allaitement maternel, d'utiliser les espaces de vaccination pour permettre aux mères d'avoir un relais sur les recueils de Lexa. Mais cette action, elle est en cours, elle est faite, elle a été un peu abandonnée avec la période de Covid parce qu'on avait d'autres priorités. Voilà. Après, il y a les professionnels de santé qui sont formés, qu'on essaie de former à la source. Donc, on fait de la formation près des 2 écoles de pharmacie, 2 facs de pharmacie. On fait des formations près des écoles de sages-femmes, mais l'école de sages-femmes, elle était dans le programme avant. Le programme a été modifié. La formation sur le Lactarium a été supprimée. D'accord. Donc, on ne le fait plus. Voilà, donc après, je ne peux pas interagir avec les programmes, ce n'est pas mon rôle. Je réponds quand je suis sollicitée, mais voilà. Les écoles de puériculture nous sollicitent, on fait des cours aussi. On travaille beaucoup avec le réseau de santé périnate parisien, et chaque Lactarium travaille avec son réseau de santé, c'est vraiment une action, au travers des formations, au travers des moyens. Voilà, on essaye. On avait fait un petit appel à dons sur une radio locale aussi. Voilà. Mais après, on n'a ni de moyens personnels, ni de moyens financiers. Et surtout, après, les moyens des réseaux, c'est dangereux parfois. Parce que un appel à dons d'un seul coup, ça veut dire quoi? On va avoir 100 inscriptions d'un seul coup. Moi, quand je fais un appel à dons, je n'ai pas de personnel en plus pour faire les inscriptions. Et oui. Donc là, moi, ce soir, je vais emmener des inscriptions chez moi. Et je vais les faire ce soir chez moi. Comme ça, là, je vais les faire. Voilà, on fait, à un moment donné, on ne peut plus.
On peut plus. Donc après, ça risque de se reporter contre. C'est-à-dire que les mamans vont dire, vous faites appel à don, mais ça fait 10 messages que je laisse, vous m'avez toujours pas rappelé. Oui, mais il y a un moment donné... Donc soyez indulgents si vous prenez conscience que vous avez envie de le faire et que ça prend un peu de temps. C'est que derrière, on manque de monde, tout simplement, donc de moyens. Et c'est comme ça un peu partout à l'hôpital, malheureusement, depuis un bon moment. Voilà. Donc ça va venir, vous inquiétez pas, on va vous répondre, mais patience. C'est ça. Ouais. Et donc nous, qu'est-ce qu'on peut, à notre échelle, faire pour vous aider finalement? C'est en parler autour de nous? Oui, j'ai évalué justement, je savais qu'on faisait cet entretien et j'ai regardé. Depuis l'appel à dons qui a été fait grâce à la communication de l'assistance publique sur les réseaux, grâce à des relais, il y a un papa le jour qui m'a appelé, qui a mis un message sur Instagram, etc. Ouais. On a eu, dans les 15 jours, 20 inscriptions de plus que d'habitude. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est-à-dire que de base, on a une centaine d'inscriptions par mois, à peu près. Puisqu'on est à 1400 donneuses par an à peu près, donc on est à 100, 115, ça dépend. Là, on est déjà à 77 inscriptions au 15 du mois. Ok, super. Donc on a déjà augmenté. Et si on considère que la moyenne, c'est 10 litres par mère, alors que ça n'affole pas les mamans, c'est la moyenne, parce qu'il faut savoir que par exemple, on a une maman l'année dernière qui nous a donné 300 litres de lait. Ouh. Ça paraît surréaliste. C'est une maman qui avait accouché prématurément dans un hôpital de niveau 3 très proche d'ici, qui est très, très actif dans la promotion aussi du don de lait. Et cette maman, elle a eu un très, très grand préma. Elle a la lactation qui se passait bien. Elle a cumulé. Et tous les jours, elle mettait 1,5 litre de lait de côté. Un bébé hospitalisé de 3 mois. Ça va vite. Donc, il ne faut pas qu'une maman qui met que 1,5 litre de côté se sente... Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Et puis, ce 1,5 litre, encore une fois, va nourrir beaucoup de bébés. Et donc, si on fait la moyenne de tous ces dons, c'est 10 litres. D'accord. Et 10 litres, c'est très joli. C'est la quantité qu'a besoin un prématuré qui naît aux limites de la viabilité pour atteindre les fameux, du coup, 1,7 kg, 1,8 kg, poids auquel, et 34 semaines, si sa maman ne peut pas allaiter, il passera au lait artificiel. D'accord. Donc, il va consommer 10 litres si sa maman ne peut pas allaiter avant de passer au lait artificiel. D'accord ? Et donc, si on considère que chaque mère nous donne 10 litres de lait, ce ne sera pas vraiment le cas, ce sera la moyenne, on a déjà fait 20 inscriptions de plus. Génial. Vous voyez, donc c'est bien. C'est donc très, très bien. Mais il y a un délai. C'est-à-dire que là, on a fait les inscriptions, on aura globalement le lait que dans un mois, en moyenne. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a fait là un appel à dons sur d'autres. J'ai contacté tous les lactariums de France en leur demandant s'ils avaient du lait déjà tiré, déjà en stock, que l'on pouvait leur racheter cru pour qu'on le ramène et qu'on le pasteurise et qu'on le distribue. D'accord. Parce que notre objectif et notre devoir, c'est que les établissements de néonat d'Île-de-France puissent nous appeler, nous dire j'ai besoin de 20 litres de lait, on leur donne. Bien sûr. Enfin, on leur vend. D'accord ? Donc, c'est ça. Et donc, notre engagement, on doit le respecter. Voilà. OK. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, il y a un effet. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à avoir tout le temps. C'est-à-dire que là, il y a l'effet boom. Ouais. Et puis, ça va forcément retomber. Et puis, voilà. Donc, chaque émission, j'avais fait une émission sur les maternelles. Après l'émission, on a eu des inscriptions parce que les mamans sur la main, il faudrait que... Bon, après, il faut relayer l'information. J'aime bien le terme téléphone arabe. Il faut relayer chacun à son échelle. Et se dire, même si on a entendu le message alors qu'on n'est pas enceinte, typiquement, moi, j'adorerais qu'on fasse de l'information dès le collège, dès le lycée. Mais bon, l'information devrait être faite déjà sur l'allaitement. Plus largement. Après, voilà. C'est-à-dire qu'en France, on n'est quand même pas très, très bon en allaitement maternel. Donc, la population qui peut donner, elle est quand même pas très réduite. Elle est déjà réduite. C'est pour ça que c'est important que le mot se passe. Et encore une fois, il n'y a pas de petits dons. Donc, si, il y en a des petits, parfois trop petits pour qu'on puisse venir le collecter. Voilà. Mais vraiment, 1,5 litre, c'est vite arrivé. Et donc voilà, n'attendez pas, passez un coup de fil. Soyez patient si jamais on ne vous répond pas tout de suite. Laissez bien vos coordonnées, votre nom et votre numéro de téléphone surtout. Ou envoyez-nous un mail. Pour qu'on puisse vous rappeler ou vous renvoyer un mail. Et ça va venir, on va vous répondre. Et voilà, donc on le répète, pas de limite d'âge, quelques contre-indications de santé, mais des plus classiques. Donc une prise de sang à faire et 2-3 conditions à remplir. Mais c'est quand même très simple de donner son lait. Et puis en fait, c'est comme le don de sang, ça sauve des vies. Voilà, ça sauve des vies. Okay. Et on en a besoin. Donc parlez-en autour de vous aussi. Pour des mamans déçues qui se disent j'ai fini d'allaiter, il suffit déjà d'en parler, c'est très bien. Ouais, juste en parler déjà ça aide beaucoup parce qu'encore une fois
ils ont besoin que cette information circule, mais tout le temps, pas juste au moment où les stocks ça arrive à une quantité dérisoire et qu'on se dit que ça va être la catastrophe. On aurait besoin que cette information-là, elle circule tout le temps pour que ce soit un niveau stable, et peut-être d'ailleurs que ça vous aiderait à adapter derrière le personnel dont vous avez besoin, etc. Ok, merci Virginie. Est-ce qu'on a tout dit à propos du don de lait ou est-ce qu'on aurait oublié quelque chose d'important? Non, je pense qu'on a tout dit. Il faut savoir que ça existe ailleurs. Donc, il y a 19 lactariums en France. Donc, des mamans qui auraient entendu l'information et qui souhaiteraient faire don de leur lait, il faut qu'elles aillent sur le site de l'association des lactariums et elles mettent le nom de la ville où elles sont. Elles auront le lactarium le plus proche de chez elles. Donc, ça, c'est important. Et que dans le monde entier, il y a des lactariums parce que tous les pays savent que c'est un besoin en termes de santé publique parce qu'on va sauver des vies. Oui, et encore une fois, c'est pas substituable. C'est-à-dire que c'est des bébés auxquels on ne peut pas donner de lait artificiel. Donc, c'est un besoin, comme on a besoin de sang pour sauver du monde quand il y a des pertes de sang. On a besoin de ce lait-là pour remplir les petits estomacs des chouchous qui sont arrivés trop tôt. Donc, voilà, à vos tire-lait. Ok, merci beaucoup Virginie de m'avoir accueillie ici à Necker pour tourner cet épisode. Je suis ravie de pouvoir, à vos côtés, informer tout le monde sur ce que c'est que le don de lait, pour l'avoir fait quand mon petit est né. Et voilà, j'ai trouvé que c'était important de le faire et que, encore une fois, si ça peut sauver des vies, alors que demander de plus en tirant une fois dans la journée son lait. Et encore une fois, 1,5 litre promis, c'est très très vite arrivé. Donc il ne faut pas que la quantité vous décourage, même si vous n'avez pas une lactation débordante. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Et à très bientôt à tous et à toutes dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there.
you do the exact same for me? Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.